Bienvenue dans Walk Therapy, le premier podcast qui prend soin de ta santé mentale et physique. Ici, on t'accompagne avec des coachs spécialisés pour répondre à tes problématiques personnelles. Es-tu prêt pour la 4e balade? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jennifer, qui est coach sportive et qui va nous aider aujourd'hui à répondre à une problématique que je pense que beaucoup de femmes se posent, et hommes aussi, je pense. Et Jen, je pense que tu me confirmeras là-dessus. C'est comment trouver l'équilibre entre le sport, la nutrition et la santé mentale. Jen, merci d'être là. J'arrête pas de la toucher, mais c'est mon amie, donc c'est pour ça. C'est plus facile. Comment tu vas déjà? Je vais bien, merci. Merci pour l'invitation. Avec ça me fait trop plaisir. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu faisais avant d'être coach et quel a été ton déclic justement pour le devenir? Si tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi. Donc effectivement, moi je suis coach sportive, de base en ligne et aujourd'hui depuis que je suis à Dubaï, donc en présentiel. Et de base, vraiment base, je suis prof de PS. Ok. Voilà, avec les enfants, les collégiens, les lycéens. Ok. Et ce qui a été le déclic, c'est que en fait j'avais plus l'impression de faire le gendarme, plus que mon rôle de coach, en tout cas de prof de sport. Et j'ai eu la chance, l'opportunité d'ouvrir mon propre club en France. Donc ça a été le switch qui m'a permis de commencer et de me lancer en tant que coach. Ok, voilà. Ça marche, trop bien. Et si je dis pas de bêtises aussi, tu as aussi une formation dans la nutrition? Ouais, alors j'ai pas de diplôme diététicienne, Bien nutritionniste, sûr. etc. Mais par contre j'ai passé beaucoup de formations, je sais pas comment on peut les appeler, mais il y en a plein aujourd'hui pour qu'on puisse se former. Donc j'ai quelques certificats, mais j'ai pas le diplôme nutritionniste et diététicienne. Ça marche, super. Et bien du coup, je te prépare là des questions. Parce que j'ai une flopée de questions, mais parce que j'ai eu beaucoup de questions des auditrices aussi. Mais moi, par exemple, ce podcast, d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis mis en mode canon, trop mignonne. Parce que si vous vous rappelez de l'introduction, c'est prendre soin de sa santé mentale et physique. Donc aujourd'hui, vraiment, je voulais mettre l'accent sur l'accès physique, enfin sur la santé physique, pardon. Et du coup, on va commencer par l'importance justement de l'activité physique. Et justement, vu qu'on fait cette interview en marchant, est-ce que tu peux nous dire pourquoi 10 000 pas par jour c'est souvent recommandé? Et est-ce que c'est un chiffre magique ou scientifiquement prouvé selon toi? C'est très magique. Ah oui? Non, pas du tout. Alors en fait déjà de base, les 10 000 pas, ça vient d'une campagne marketing japonaise pour vendre un podomètre. Ok. Donc voilà, rien à voir avec la perte de poids ou des choses comme ça. Donc non, c'est pas magique. Mais par contre, ça va inciter les gens à marcher davantage, plus qu'à rester dans le canapé. Bien sûr. Tout ça juste pour finalement... Alors moi, je ne suis pas à traquer les pas, mais je suis à traquer la sédentarité. Et c'est absolument pour ça que les 10 000 pas sont un peu à la mode maintenant. Ça va éviter, ça va réduire les problèmes de santé, etc. Donc non, c'est pas magique malheureusement. Si tu fais 9 500 pas, c'est ok aussi. Oui, ok. Mais voilà, ça invite les gens à pouvoir bouger un peu plus au quotidien. Ok, ça marche. Surtout, moi je sais que je me suis mis ce challenge là, je sais plus comment j'ai eu ce déclic, mais pourtant tout le monde maintenant, et j'ai même des amis sur Insta qui me disent bon vas-y, moi aussi je m'y mets, j'en ai marre de voir tes captures d'écran avec le nombre de pas, mais en vrai c'est cool parce que dans tous les cas, même si c'est d'ordre marketing entre guillemets, ça te fait bouger, surtout nous qui sommes, quand tu es entrepreneur, bon toi tu es coach donc tu es habitué à bouger, et moi qui suis tout le temps derrière mon téléphone, derrière mon ordi, c'est vrai que de me mettre ce challenge là et de m'engager à les faire, déjà je suis satisfaite, je me sens mieux et le soir je suis KO quand je vais au lit, surtout quand je fais pas que 10 000, quand je vais vers 12 000, 13 000. Je pense qu'il y a beaucoup de psychologie là derrière. Super. Quels sont les bénéfices concrets de la marche sur la santé physique et mentale? Il y en a beaucoup. En vrai on sous-estime la marche, mais franchement il y a beaucoup de bénéfices. Au niveau physique, tu vas avoir, ça va améliorer ta circulation sanguine, ça va activer ton transit, ça va entretenir ton cardio, ça va l'améliorer aussi, ça va aider à la perte de poids. Aussi le fait de marcher, tu vas pouvoir, ça va régler ton cycle veille-sommeil par exemple, le fait d'avoir l'exposition à la lumière. S'il fait beau comme on a la chance nous, tu vas t'exposer à la vitamine D, donc ça va renforcer ton système immunitaire, ça va renforcer ton humeur, voilà, et du coup ça en découle sur le mental. Le fait de marcher, ça va te réduire ton stress, ça va réduire ton anxiété, tu vas booster ta créativité, voilà, ça t'aère l'esprit. En vrai c'est hyper bénéfique de marcher. Je pense que tu t'adhères. Moi je confirme, et même j'ai mon copain qui me disait souvent quand il réfléchissait trop, très overthinking, trop d'idées, il me dit je vais marcher, ça me permet de libérer un petit peu aussi l'esprit, et voilà, donc il n'y a que des bienfaits à marcher. Et pour les personnes justement qui disent qu'ils n'ont pas le temps, comment intégrer plus de mouvement dans une vie
quotidienne chargée? Franchement, il y a beaucoup de choses à faire et je ne sais pas si, bon, toi tu dois connaître, mais en tout cas vous aussi, vous devez avoir déjà entendu parler du NEAT. Oui. Est-ce que tu peux donner la petite définition du NEAT pour ceux peut-être qui ne connaîtraient pas? En fait, le NEAT, ça va être toutes les calories brûlées hors de ton entraînement sportif. Donc toutes les petites tâches au quotidien que tu vas faire quand tu marches pour le ménage, quand tu joues avec tes enfants, voilà, toutes ces choses-là. Est-ce qu'il y a le truc de prendre plutôt les escaliers que l'escalator? Voilà, j'y viens, tu vois, t'es trop forte. Je t'ai anticipé. Ouais, tu as anticipé. Ça va répondre à ta question en fait. Ça va être prendre les escaliers plus que les escalators ou l'ascenseur. Ça va être quand tu vas faire les courses par exemple, garde-toi un peu plus loin. Jouer un peu plus avec tes enfants, plutôt que d'être au téléphone, tu es dans le canapé, marche par exemple. Tu peux mettre tes écouteurs du coup. Carrément. Par exemple aussi quand tu es au travail, que tu fais des pauses, des choses comme ça, plutôt que de rester là comme ça à parler, bouge, fais des pas, j'en sais rien, fais des squats. C'est ce que tu veux faire. Mais à la cafétéria, tu sais, genre en train de prendre son café, clac. Il y a tellement de choses en vrai. Mais en fait, tout ce que tu ne fais pas par flemme, fais-le. Voilà, simplement. C'est vrai. C'est vrai, hein. Moi maintenant je me dis à chaque fois, qu'est-ce que je peux faire pour marcher? Genre, je sais pas moi, fallait que j'aille retirer de l'argent au distributeur. Je me suis dit, tiens, je vais pas prendre mon taxi, aller au distributeur, peut venir ici. Je me suis dit, allez hop, je vais aller retirer des sous et je vais marcher parce que je sais que ça va du coup me permettre de faire mes pas. Donc ça c'est cool. Très bien. Parfait. Quels sont les risques d'une vie sédentaire? Donc là, on va à l'inverse de ce qu'on vient de dire. On va à l'inverse de ce qu'on vient de dire. Où en fait, le problème de la vie sédentaire, et c'est de plus en plus malheureusement, ça va augmenter les problèmes de santé, le cardio, ça va favoriser ton diabète, ça va... tu vas prendre du poids, tu risques de prendre du poids, diminuer ta masse musculaire, de ralentir ton métabolisme parce qu'en fait le corps il va s'adapter à ta dépense finalement. Donc quand plus tu as de masse musculaire et plus tu vas avoir besoin d'énergie pour brûler des calories, moins tu as de masse musculaire et moins tu en as besoin, donc le corps s'adapte. Donc en vrai c'est un gros problème de santé finalement, même au niveau du mental en fait. Comment tu vas gérer le stress, tu vas tomber dans une vie un peu anxieuse, même ton humeur, tout ça, ça peut vachement jouer. Ça peut jouer. Et je pense même si on passe à plus tard, même quand on vieillit, du coup, si tu es trop sédentaire, ça va être compliqué après, plus tard, peut-être même juste de ramasser quelque chose. Quand on voit souvent les personnes âgées, moi je prends l'exemple de ma grand-mère que j'ai vue il n'y a pas longtemps, monter et descendre des escaliers. Bon, j'entends quand tu vis, il n'y a pas de souci, les articulations, tout ça. Mais quand même, je pense que si c'était des générations qui avaient eu cette connaissance de prendre un peu plus soin d'eux dans le sport, tout ça, aujourd'hui, je pense qu'ils auraient peut-être moins de difficultés au niveau pour monter des marches, pour soulever une charge. Parce que moi, je sais pas, sur les réseaux sociaux, des fois, je vois justement, parce que je vais voir une fois, c'était un papy, même une mamie, tu les vois, eux par contre ils font du sport depuis des années, où il y en a ils se sont mis là à 60 ans, ils se disent allez je m'y mets, ils ont 70 ans, oh ils sont mieux gaulés que nous, genre j'exagère un peu mais genre c'est fou, ils sont en bonne santé, tu vois que... Mais même au quotidien en vrai, parce que dans la vie de tous les jours tu as besoin d'avoir un corps fort, porter tes courses, tu l'as dit, porter tes enfants, peu importe pourquoi. Et en fait, le fait d'être sédentaire, c'est que tu n'as aucune tonicité, tu n'as aucune endurance, tu n'as aucune rien et en fait, tu es vite limité. C'est vrai. Donc ça permet de mieux vieillir, mais ça permet de mieux vivre aussi. Ok, très bien. Maintenant, on va passer sur la partie alimentation. Alors, qu'est-ce que manger sainement signifie vraiment? Et faut-il suivre des régimes spécifiques? Ah là là, le fameux mot horrible, je crois. Régime spécifique, ça va pas. Je vais revenir sur le régime, mais déjà manger sainement pour moi, c'est déjà manger équilibré. Donc ça veut dire avoir un bon apport des macronutriments. Parce que certains vont supprimer des catégories d'aliments parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, mais voilà, ça c'est vraiment important. Ça va être deux choses, donc manger plutôt des aliments bruts par exemple, donc la qualité en fait des aliments, et la deuxième chose c'est la quantité, quantité. Donc qualité, forcément des aliments de qualité, et quantité ça va être manger ton nombre de glucides, ton nombre de lipides, ton nombre de protéines, le nombre dont ton corps a besoin. Voilà. Donc manger trop de protéines c'est pas bon, manger trop de glucides c'est pas bon, manger trop de lipides c'est pas bon, et inverse, ne pas manger suffisamment c'est pas bon. Donc en fait il faut vraiment trouver ton équilibre, ça va être vraiment ça de manger sainement. Et la deuxième chose, est-ce qu'on peut parler de régime spécifique? Ne parlons pas de régime parce que souvent si on dit régime c'est drastique tout de suite. C'est vrai. Alors que pas du tout, c'est grave mal utilisé. Donc il n'y a pas forcément de régime spécifique, je pense qu'il faut vraiment que tu manges
ce dont tu as besoin. Bien sûr. Parce que toi, tu vas avoir besoin d'un certain régime Bien sûr. et moi, je vais en avoir besoin d'un autre. Ok. Donc, chaque personne est différente, chaque personne a sa façon de faire. Il faut apprendre à se connaître Bien sûr, ouais. et voir ce qui fonctionne sur toi, en fait. Bien sûr. Et est-ce que tu peux juste rappeler aux auditeurs et à ceux qui nous regardent, un exemple pour lipides, un exemple pour protéines et un exemple pour glucides? Comme ça, on ne sait jamais parce que moi, à force d'être avec toi et d'être entourée de coachs et d'avoir été suivie aussi par des coachs, je sais ce que c'est, mais peut-être tout le monde ne sait pas ce que c'est. Et je pense que c'est vraiment important que tout le monde le sache. Parce que, en fait, c'est la base. Ça veut dire que si tu veux être en bonne santé, il faut que tu saches ça. Oui. Et si en 2025, tu sais pas ça, il faut y aller. Donc, protéines, ça va être tout ce qui est viande, par exemple, poisson. Ça va être tu as des protéines végétales aussi. Tout ce qui est des œufs, le tofu, voilà, c'est très bien. Les glucides, c'est les bons sucres, donc les féculents. Il faut manger des glucides. Le riz, les pâtes, les pommes de terre, l'avoine, le pain, voilà. Ça, j'en donne plein. Ouais. Et les lipides, c'est les bonnes graisses. Donc, par exemple, l'huile d'olive, par exemple, les amandes, les avocats, le jaune d'œuf, qui est très bon pour la santé, le jaune d'œuf aussi. Ouais. Voilà, donc les noix de cajou, les noix, tout ça. Bah, très bien, Voilà. tu as cité les exemples concrets, comme ça on arrive à identifier dans quelle case quoi correspond. Ok. Autre question, comment éviter les pièges de la malbouffe tout en voulant se faire plaisir? Parce que souvent, les gens, il y a même, je pense, une notion de mérite qu'on pourra parler aussi. Des fois, je dis, ah ben là, j'ai super bien mangé, équilibré, là, j'ai envie de me faire plaisir, mais tu n'as pas envie de tout gâcher, on va dire, dans ton alimentation. Donc, aimer, des fois, tu dis, oh là là, quand même, un petit burger, un petit McDo. Bon, comment avoir un équilibre là-dessus et pas tomber dans les pièges, justement Alors, déjà, bien manger, ça ne veut pas dire plus faire plaisir. C'est ça, en fait. C'est que les gens, souvent, ils vont aller se jeter sur de la malbouffe parce que pour eux, bien manger, c'est tout arrêter. Alors que pas du tout. Et après, pour éviter justement d'aller vers cette malbouffe plus que de se faire plaisir avec quelque chose d'intéressant, ça peut être déjà, si tu aimes cuisiner, passe du temps en cuisine, parce que tu apprécieras encore plus manger bien, manger ce que tu manges. Privilégier effectivement les aliments de qualité plus que d'aller en malbouffe, c'est-à-dire qu'un burger, tu peux très bien manger un burger. Mais est-ce que c'est pas mieux de manger un burger de qualité plus que d'aller à McDo? C'est sûr, c'est mieux. Et après, des petits tips, déjà, ne va pas faire les courses quand tu as faim. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. C'est le carnage sinon. C'est horrible. C'est vrai. Essaie de savoir aussi quand tu as faim et quand tu as envie de manger. Parce qu'en fait, quand tu as faim, tu vas manger quelque chose de bon sans aller en malbouffe et tu vas apprécier. Alors que quand tu as vraiment envie, tu vas plutôt aller vers la malbouffe. Donc, essayez peut-être de doser ça. Et puis, un point essentiel aussi pour éviter d'aller dans tous ces pièges-là, c'est d'avoir un plan d'action et d'avoir peut-être des repas à l'avance. D'avoir préparé ces repas, comme ça tu sais ce que tu as à manger et tu ne te dis pas, voilà, tu as faim, tu manges ça. Comme ça tu réfléchis pas et puis tu manges sainement. Ok. Voilà. Et même, je pense, pour peut-être les gens, mais on en reparlera ça, les gens qui ont des envies de sucre aussi. Il vaut mieux se faire son propre gâteau avec les bons dosages et tout, que d'acheter des gâteaux industriels. Moi, je sais que là-dessus, maintenant, je suis tellement rodée sur le fait, comme tu dis, la qualité des produits. Alors moi, surtout ici, je suis très à choisir les produits organiques, donc bio, parce que nous, on a un choix d'aliments et bon, c'est vrai que tu ne sais pas quoi choisir, mais généralement, on conseille quand même de prendre bio, même si vous êtes en France, de plutôt aller dans les primeurs, même chez les marchés locaux, au moins vous savez d'où ça vient et ça permet d'avoir de la bonne qualité. Ouais, c'est clair, je suis trop d'accord. Ok, alors là on va rentrer dans un sujet que je pense ça va te parler. C'est quels sont les signes d'un trouble alimentaire et comment agir pour y remédier. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, je peux et oui, ça me parle parce que moi-même j'ai été atteint, et je ne sais pas si on en guérit réellement, mais en tout cas on vit avec et on gère les choses. Mais j'ai été atteinte de troubles du comportement alimentaire. Donc comment on peut repérer ça? Il y a plein de façons de les repérer, mais c'est vrai qu'il y a des similitudes. En fait, comme il y a plusieurs pathologies, il y a plusieurs problématiques. Mais comment on peut repérer ça? Ça va être des obsessions sur l'alimentation, des obsessions sur les calories, l'hyper-contrôle de l'alimentation, l'isolement social, la panique quand tu es invité, les sauts d'humeur, tout ce qui est un peu dépressif, dépression, culpabilité face à la nourriture, au fait de manger des choses. Donc ça peut être ça peut être des signes.
Et la question c'était Et justement, comment ne pas, enfin, comment y remédier. ouais, comment y remédier, ouais. C'est ça. Ouais. Déjà, c'est de ne pas s'isoler parce que souvent on a un peu honte. En fait, on n'ose pas en parler, on a honte, on se dit ah bah non je peux pas dire ou je me cache. Et alors que déjà, premièrement, il y a une femme sur deux qui est atteinte de troubles. Peut-être pas qui ont une pathologie, mais en tout cas qui ont des problèmes avec l'alimentation. Est-ce que ça va pas, excuse-moi, je me parle de couper, mais genre le fait de manger ses émotions. Tellement. Ouais. De Tu toute vois, façon, genre, de base, t'es énervé, il y en a, ils vont aller se ruer sur la nourriture. T'es triste, pareil. Et inversement, il y en a qui vont justement s'arrêter de s'alimenter. c'est vrai. Les émotions, c'est très en rapport avec la nourriture de toute façon. Ok. C'est un peu bizarre, mais ça fonctionne comme ça. Et c'est plus féminin, du coup. Oui. Mais il y a quand même ça chez les hommes. Hein. Ouais. Il faut le dire. Donc voilà. Et donc ouais, c'est déjà comment y remédier, ce serait déjà d'en prendre conscience. Ouais. D'en prendre conscience d'abord. Tu l'acceptes. Oui. Et après, faut être bien entouré, faut en parler, plus ou moins, peut-être ça va être qu'avec des proches, peut-être en fonction de la gravité de la problématique et d'aller peut-être s'orienter vers des spécialistes, quoi. Ouais. Jen, j'aimerais que tu nous aides aussi à pouvoir identifier justement les troubles alimentaires, comment les reconnaître et quels sont les troubles les plus courants. Alors, les troubles les plus courants, tu vas en avoir surtout 3. Tu vas avoir l'anorexie. L'anorexie, c'est les personnes qui vont éviter de manger, qui se trouvent, qui se voient pas du tout comme elles sont, très en surpoids ou voilà, des choses comme ça, et qui vont se priver de manger. Tu vas avoir la boulimie. La boulimie, c'est les personnes qui font des crises alimentaires. Avec des compensations. Donc ça peut être du vomissement, ça peut être aller faire trop de cardio ou des diurétiques aussi. Et tu vas avoir l'hyperphagie. C'est toi. C'est moi. Et ça, c'est comme la boulimie, sauf que tu n'as pas de compensation. Donc ça va être, tu vas avoir très mal au ventre, tu vas te rendre malade, mais il va rien se passer. Tu vas culpabiliser, mais pas de compensation active. Tu vois. Voilà. D'accord. Comment on peut accompagner justement un proche qui souffre d'un trouble alimentaire? Pour moi, déjà, c'est l'écouter sans le juger. C'est trop important. En fait, il faut que cette personne elle soit en confiance et qu'elle se sente toujours en confiance et qu'elle se sente jamais jugée pour que justement elle puisse parler et qu'elle s'isole pas. Peut-être l'encourager à se faire confiance et à faire confiance finalement à des professionnels. Parce que de base, ça peut être très bien être juste un petit réglage au niveau de moi, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire et souvent c'est un déséquilibre alimentaire justement dû à des régimes à répétition, des choses comme ça. Donc le fait de rééquilibrer l'alimentation, donner à ton corps et ton cerveau ce dont ils ont besoin, déjà ça règle beaucoup de choses. Mais après ça peut être aussi plus grave, ça peut être un trauma psychologique vraiment. Et dans ces cas-là, faut vraiment s'orienter vers des psychologues, des sophrologues. En fait, il faut trouver la personne adaptée à ta pathologie dans laquelle tu as vraiment confiance. Justement, j'allais te demander si tu avais une liste, selon toi, de médecins spécialisés à aller voir justement. Tu captes que tu as un trouble du comportement alimentaire, tu vas vers qui? Un psychologue, un psychiatre, tu vois? En vrai, je pense que ça dépend vraiment de ta pathologie et de où tu te sens... de qui peut te faire du bien, tu vois, quelqu'un peut très bien gérer ça juste par de la méditation, de l'hypnose, de l'acupuncture, et il y en a qui ont vraiment besoin de parler, donc ils vont voir des psychologues ou des psychiatres, ou ça dépend. Il faut vraiment trouver la personne qui va à ta pathologie, qui t'a confiance. Je pense que la confiance, c'est vraiment le plus gros du problème. Justement, est-ce qu'on peut faire peut-être un lien entre la santé physique et la santé mentale? Parce que souvent, tout à l'heure, on a parlé justement des émotions, tout ça. Donc, en soi, quel est ce lien qu'il y a entre les deux dans ces troubles? Déjà, même sans trouble physique et mental, c'est lié. Et je pense que c'est aggravé par les troubles du comportement alimentaire parce qu'en fait, ta vision elle est complètement biaisée. Donc, quand t'as des troubles du comportement alimentaire, ça va être du stress, ça va être justement tu te vois pas comme t'es, ça va être des crises alimentaires ou alors des restrictions alimentaires. Et du coup, ta santé physique elle en pâtit. Ton système digestif, ton métabolisme il est en PLS, ton corps il se met en mode survie, il comprend plus, il stocke alors qu'il faut pas stocker. Enfin, tu vois, voilà. Et c'est un cercle vicieux finalement parce que ton corps il réagit plus, donc du coup t'as pas les résultats que tu veux, donc du coup tu tombes dans les TCA. Enfin, je vois. c'est infernal. C'est un cercle infernal. Donc physique et mental. D'où le fait, je pense, de autant prendre soin de sa santé mentale que physique, qui est un peu quand même
notre problématique aujourd'hui à laquelle on répond pour que justement avoir cet alignement après de se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Et l'un sans l'autre, tu me confirmes que ils ne fonctionnent pas séparément. Complètement. Ok, cool. Alors maintenant, on va partir justement sur les conseils pratiques et motivation. Yes. Parce que là, on fait, tiens, voilà, ça rigole. Ils sont très motivés. Ils sont très motivés. Quels sont pour toi, selon toi, tes 3 conseils pour commencer à prendre soin de sa santé physique dès aujourd'hui? Alors, top 1, selon moi, c'est bougez-vous. En fait, faut passer à l'action parce que personne va le faire à ta place. Donc, le premier conseil, c'est de se bouger peu importe comment, peu importe quoi. Bouge-toi. Déjà, ça, c'est la première chose. Premier conseil. Voilà. Le deuxième, c'est d'y aller step by step. Je pense d'avoir des objectifs ou un plan d'action adapté à tes objectifs, adapté à ton rythme de vie, d'être patient et de pas se frustrer et pour pouvoir justement durer sur le long terme. Ok, oui. Je pense que ça, c'est le deuxième conseil que je donnerais. Ok. Et le troisième, toujours se faire plaisir. Ok, oui. Je pense que, par exemple, si tu pratiques une activité physique, fais quelque chose qui te fait kiffer. Parce qu'encore une fois, ça rejoint le point numéro 2. Mais si tu fais pas ça avec plaisir, tu vas pas tenir très longtemps. Je suis d'accord. Voilà. Je pense que c'est les 3 conseils que je donnerais. Très bien. Comment, du coup, rester motivé sur le long terme? Alors déjà, on peut reprendre les réponses des questions d'avant. Ouais. Et ensuite, je pense qu'on peut rajouter 2 gros points hyper importants. D'ailleurs, le dernier, je pense que c'est l'un des plus importants qu'on sous-estime. Je pense qu'il faut checker ses résultats. Pour justement pouvoir voir que tu stagnes pas, parce que si tu n'as pas de résultats et que tu stagnes, tu te démotives. Alors que si tu vois que tu réussis et que tu avances, je pense que là, tu peux rester motivé. Donc, tu peux checker avec des photos, des mensurations, un petit fichier bilan. J'aime bien faire ça. Un petit fichier bilan parce que, en fait, les résultats, ça peut être aussi juste l'énergie, le ressenti dans tes vêtements, l'appareil digestif aussi, moins ballonné, des choses comme ça, l'humeur avec les gens, t'es moins énervé, t'es moins fatigué, etc. Donc, ça peut être aussi intéressant. Et le dernier point, je pense que c'est l'entourage. Parce que ton entourage peut très bien t'élever comme il peut très bien te noyer. Bien sûr. Et je pense que quand tu as un entourage qui t'aide pas ou qui te juge ou qui te fait des remarques, et ben là ça peut vraiment te démotiver très rapidement et te faire plonger bien au fond. Ok, voilà. Ça marche. Merci en tout cas. Est-ce que tu as des astuces pour justement tu as déjà répondu, mais pour mesurer ses progrès sans tomber dans la pression aussi? Parce que tu sais, tu peux dire, oh là là, cette semaine j'ai perdu que 2 centimètres alors que la semaine dernière j'en avais perdu 5. Voilà. Gérer la pression, comment ça se passe? Je pense que déjà tout ce qui est chiffres dans ces cas-là, quand il y a un problème un petit peu avec ça, il y a une parano avec la balance ou des choses comme ça, faut oublier. Ok. La balance surtout parce que souvent l'obsession elle vient vraiment du chiffre. Donc stop, on n'est pas un chiffre sur la balance, répétons-le. Donc je pense que ça, et effectivement je pense que le petit check-up fichier ressenti avec autre que les chiffres, c'est très bien. Et aussi je pense qu'il faut le noter noir sur blanc. Parce que c'est plus parlant et tu as une marque, parce que souvent, imaginons, tu veux pas tomber dans la pression. Donc du coup, tu fais ça tous les 15 jours, tous les 3 semaines ou un mois. T'as oublié. Donc, tu dis non, finalement j'ai pas évolué, j'ai pas avancé. Alors que oui, si c'est écrit, t'as la preuve. Les photos aussi. Les photos, trop bien. Moi je regarde ça en priorité. Super. Jennifer, avant de passer aux questions des auditrices, j'aimerais te demander, est-ce que tu as un message justement à faire parvenir aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent? S'il y a vraiment quelque chose à retenir pour améliorer sa santé, ça serait quoi? Alors, un petit message. En fait, ce serait que être en bonne santé, c'est pouvoir profiter de chaque seconde et de chaque instant de la vie. La vie est courte, donc si on peut en profiter plus longtemps, c'est bien. Et à savoir que être en bonne santé physique et mentale, c'est aussi être épanoui dans tous les domaines de sa vie. C'est atteindre le succès, c'est pouvoir vraiment être épanoui, c'est vraiment le mot. Donc, ce serait de foncer, de se lancer. Le corps, l'esprit, c'est ce qui va te permettre d'affronter la vie de tous les jours. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, c'est de passer à l'action. Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ce message. Et moi, j'aime bien rajouter aussi votre corps et votre maison. Donc, prenez-en soin. Alors maintenant, vous avez vu, on s'assoit un petit peu pour répondre justement aux auditrices. J'ai reçu plusieurs questions à te poser. Alors, la première, c'est est-ce qu'un tapis de marche à la maison est aussi efficace que celui à la salle? Et elle a dit ça dans le sens où, parce que c'est une nana qui fait du sport et en finish de faire de la marche. Et des fois, elle fait le sport à la maison, donc elle se demande si vraiment, est-ce que le tapis de marche sera aussi efficace que tu sais à la salle où il y a quand même beaucoup plus d'inclinaison, tout ça?
Encore une fois, ça va dépendre de quel tapis de marche, parce qu'il y a des tapis de marche à la maison qui sont très bien aussi pour incliner. Ouais. Donc, ça va... En vrai de vrai, si c'est un finisher, ça va dépendre de pourquoi elle le fait, quel objectif, quelle intensité elle met à la salle, etc., etc. Mais en soi, si c'est un tapis qui est assez sympa et il n'y a pas de mieux de le faire à la salle ou à la maison. franchement, Du moment qu'il y a la partie inclinaison, c'est après, tout autant pareil. tu peux gérer ta vitesse aussi sur un tapis à la maison. Donc non, franchement, c'est minime. Ok, et justement, elle te posait cette question pour savoir est-ce que ça change la silhouette de finir justement par de la marche avec l'inclinaison selon toi On peut pas tout résumer à juste un finisher. Ça va dépendre de tout ce qu'il y a à côté. Moi, par exemple, dans les coachings que je fais, mes coachings, ils ont quasi jamais de cardio. D'accord. En tout cas, pour commencer, et pendant un grand délai. Donc, ça va dépendre où est-ce qu'elle en est dans son objectif, qu'est-ce qu'elle recherche, etc. Oui, c'est vrai qu'après, marcher sur un tapis en fin de session, si elle est au bout du bout de son objectif et qu'elle bloque, ça peut être intéressant de marcher. Ouais. Mais si c'est juste comme ça va pas être transcendant, tu vois, ça va juste lui faire dépenser un peu plus d'énergie, voilà. Mais est-ce qu'à côté elle mange bien? Est-ce que c'est un peu difficile en vrai de répondre à une question comme ça sortie de contexte. Ça marche, ok, Voilà. très bien. Alors, j'ai une personne qui m'a demandé, j'ai une perte totale de motivation, que faire? Faudrait trouver déjà la source de pourquoi elle s'est démotivée. Qu'est-ce qui l'a motivée déjà? Peut-être se rappeler son pourquoi. Pourquoi elle s'est lancée et pourquoi aujourd'hui elle le fait plus. Est-ce que c'est parce qu'elle a plus de résultats? Est-ce que c'est parce que elle est pas bien entourée? Est-ce que c'est parce que peut-être c'est de la saison, elle est peut-être je sais pas, c'est très frustrée, tu vois, et du coup le fait de s'être frustrée sur son alimentation, peut-être que ça tient pas sur le long terme. Encore une fois, sortie de contexte, c'est pas évident. Mais par contre, elle aura forcément plusieurs réponses dans le podcast qu'on a tourné. C'est sûr, c'est évident. Que faire contre la fatigue constante? Dormir. On n'en a pas parlé dans le Oui, podcast. c'est vrai. Je t'en prie, parle de ce sujet-là. Le sommeil, c'est le moment où tu vas récupérer et où ton corps il va se régénérer en fait. Donc si tu dors pas suffisamment, que ce soit pour le corps ou pour le mental, à un moment donné ça peut pas le faire. Et on sait très bien que quand on est fatigué, on est moins productif, on a moins envie, on est moins de bonne humeur, etc., etc. Donc déjà la première chose c'est de savoir est-ce qu'elle dort bien. Si elle dort pas bien, alors faudrait peut-être mettre des choses en place pour dormir. Alors au-delà des suppléments, parce que se supplémenter c'est vachement intéressant pour tout le monde. Mais voir ce qui peut l'aider à dormir. Est-ce que ce serait peut-être arrêter les écrans plus tôt? Est-ce que justement ce serait peut-être aller prendre un peu plus l'air? Est-ce que ce serait mieux manger le soir? Parce que en vrai, je crois qu'on l'a dit, mais si tu manges pas le soir et que tu es là à te plier dans ton lit parce que tu as faim, tu peux pas bien dormir non plus. Tu as besoin de bien dormir, tu as besoin de bien manger pour bien dormir. Donc ça peut être encore une fois plein de réponses cohérente. Ouais, carrément. Parce que même moi, en astuce que je me suis faite, je sais pas si tu en as entendu parler dernièrement, je sais absolument pas où je l'ai lu, sur internet sûrement. Le fait aussi de la lumière bleue qu'on a sur nos écrans, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as souligné, le fait de peut-être pas être trop sur ton écran avant de dormir, ça c'est vu et revu, ça a été dit. Mais pour ceux qui arrivent vraiment pas, moi je sais que je mets mon écran en rouge. Il y a un filtre alors, sur iPhone et je pense sur Samsung ça y est aussi ou d'autres marques de téléphone. Mais moi en tout cas je mets l'écran rouge et c'est vrai que quand je me mets à répondre aux messages ou le soir avant de dormir, ça m'endort. Alors je sais pas si c'est parce que c'est la lumière rouge qui te donne cet effet là. Alors que quand j'ai vraiment la lumière blanche, pas du tout. Tu es éveillé comme ça, ton cerveau il comprend pas en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Ok. Ou lire. Carrément lire. Couper son téléphone et lire c'est mieux en vrai. Méditer, écouter voilà, essayer de faire de la méditation, c'est vachement important. Il y a plein de solutions. On va pas tout de suite aller se prendre des somnifères, quoi. Ouais, c'est clair, on est d'accord. Même, je sais que s'il y a des personnes qui sont anxieuses, vous pouvez avoir la respiration aussi. De faire des exercices de respiration, ça peut aider justement à pallier à cette fatigue constante qu'elle peut ressentir. Cool. Alors là, j'ai quelqu'un qui dit « Je mange équilibré. Je fais tous les jours 1 heure de sport, que ce soit fitness, cardio, renforcement ou jogging. Et je ne perds pas de poids. » J'aime trop cette question parce que franchement, à chaque fois, je pose la même question aux demandes d'infos, etc. Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré? Et souvent, on me répond « Je mange des légumes ». Oui, mais non, en fait. Donc, c'est encore une fois, qu'est-ce que c'est manger équilibré? Est-ce que tu as fait ton plan toute seule? Est-ce que quelqu'un t'a fait ton plan? Est-ce que ton alimentation elle est vraiment équilibrée? En fait, c'est toute une histoire parce qu'en vrai, on a l'impression de faire correctement les choses.
mais autant on est complètement à côté de ses pompes quoi. Mais on peut pas s'en vouloir parce qu'on peut pas savoir ce qu'on connaît pas en réalité. Donc, mais si tu manges, si réellement tu manges équilibré et que tu fais du sport intelligemment, donc que tout ça c'est très bien fait, il faudrait peut-être passer une prise de sang, voir s'il y a une carence, voir s'il y a quelque chose qui limite. Voilà, ça peut très bien, il y a possiblement un problème fonctionnel. Est-ce que psychologiquement ça va? Enfin, si vraiment ces deux choses-là sont ok et qu'il ne se passe rien, c'est forcément il y a autre chose, il y a un autre facteur. Donc il faut aller chercher un petit peu autour. Ouais, creuser un petit peu autour. Ok, ça marche. Et dernière question, comment calmer des pulsions alimentaires? On y a un peu déjà répondu tout à l'heure, mais si tu peux faire un petit rappel. Déjà, pouvoir se poser et de savoir essayer de réfléchir de est-ce qu'on a faim ou est-ce qu'on n'a pas faim. Peut-être se rappeler de son pourquoi, se rappeler d'à quel point c'est pas bon pour la santé. Et se rappeler aussi de l'effet que ça va avoir après. En fait, il faut réussir et c'est pas évident, c'est vraiment pas facile. Je suis la première à vraiment vous dire que c'est vraiment pas facile parce que des crises j'en ai fait et refait. Mais il faut essayer de temporiser en se disant ok, ça va être un plaisir, en tout cas pour me remplir sur le court terme, mais sur le long terme et derrière, est-ce que ça mérite finalement, tu vois, ce petit plaisir qui va durer une minute, tu vas tout défoncer ou tu vois. Donc c'est pas évident et je pense qu'à côté de ça il y a plein de choses à faire, vraiment aller consulter, parlez-en, essayer de rééquilibrer l'alimentation etc. Mais sur l'instant T, il y a ces solutions là et aussi une autre solution c'est boire de l'eau, beaucoup d'eau, ça peut calmer ton envie ou bouge, va t'aérer l'esprit justement, va faire une activité, occupe-toi en fait, faut vraiment t'occuper, il faut être fort et là prendre un élan de force et s'en aller et faire autre chose. C'est pas évident, ça je l'entends. Ok. Avant de conclure, est-ce que tu as un dernier, je t'ai déjà demandé tout à l'heure, mais est-ce que tu as un dernier message à donner aux auditrices et aux personnes qui nous regardent sur cette chaîne? Déjà, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, si vous voulez approfondir un sujet ou autre, à revenir vers moi. Je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est vraiment foncez, faites-vous confiance. Parce que vous n'êtes pas plus nul ou vous n'êtes pas plus bête ou que quelqu'un d'autre. Vous pouvez le faire aussi. Il faut juste se faire confiance et puis passer à l'action, clairement. Il faut faire quelque chose. Voilà. Et moi, j'aimerais confirmer ou vous partager. Moi, Jen, ça a été la coach qui m'a fait comprendre comment aller à l'échec. Parce que c'était il y a 2 ans d'ailleurs. La première séance que je fais avec Jen. Et en fait, moi, je croyais trop que genre, j'étais pas à l'aise, mais que je savais mon sujet, que je connaissais mon sujet. Pas du tout. J'ai compris en fait comment justement, quand tu crois que tu es à ta dernière rep, en fait non, tu as encore de la force derrière. Et c'est Jen qui m'a transmis sa connaissance, son savoir, parce que sans ça, j'aurais jamais su, et ce qui a fait aussi que mon corps aussi a changé et tout. Je te remercie parce que c'est grâce à toi. Donc j'aimerais juste, où est-ce qu'on peut te contacter justement pour, justement si on veut des informations, si on veut que tu nous accompagnes sur la nutrition, le sport ou les deux. Surtout sur Instagram, donc Jennifer Kaasi, c'est A-A-S-I-I, tu mettras. Oui, dans tous les cas, dans la légende, je vous mettrai ses coordonnées. Donc vous pouvez me contacter ici. Et je vais parler que de ce compte parce qu'en fait j'essaie de regrouper mes deux, parce qu'avant j'en avais 2 et là j'essaie de les regrouper. Donc vous pouvez me contacter sur celui-ci, ce sera plus simple. Ok, trop bien. Eh bien, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Et si en regardant cette vidéo, ça vous fait penser à quelqu'un qui a peut-être des troubles, qui a peut-être aujourd'hui un besoin d'être accompagné, partagez cette vidéo, partagez-lui le compte de Jennifer et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao. Salut.